Grégory Boucheron, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on ne va pas parler de politique, on ne va pas parler de culture. On va parler de, je vais peut-être ça entre guillemets, de médecine douce, C'est ça, de psychothérapie. psychothérapie. Si vous voulez tout d'abord vous présenter. Ok. Donc Grégory Boucheron, je suis psychopraticien. C'est-à-dire que donc je fais des psychothérapies basées sur l'écoute, l'écoute douce. C'est-à-dire que avec la forme de psychothérapie que je pratique, je ne peux pas blesser. Dans le pire des cas, c'est une conversation agréable. Et voilà, je fais ça depuis un petit moment maintenant. Et ben le but, c'est avant tout d'avoir donné du sens aussi à ma vie. C'est ma 3e vie professionnelle. C'est ce que j'ai voulu faire depuis toujours. Depuis que je suis adolescent, je veux faire ça. Et ce que je pratique, c'est la maïeusthésie. C'est une pratique pas très connue. On va y revenir, on va la développer, Ok. la définition. Mais quelle est dans ce nouveau métier votre légitimité? Quand on est coiffeur, on a un diplôme. Quand on est médecin, on a des études. Quelle est votre légitimité à exercer? Super. Donc déjà, j'ai suivi une formation. Et je suis toujours, en fait, quand on commence, on s'arrête jamais, on est en formation toute sa vie. Mais donc moi j'ai suivi une formation diplômante, c'est pas un diplôme d'État, mais qui est pas facile à obtenir. Ça se passe sur 3 ans, et avec beaucoup de pratiques, beaucoup de théorie aussi. Et après, on se lance, et plus on pratique, et meilleur on est, et on en parle avec nos pairs. Et du coup, au bout de 2 ans, et plus d'une centaine d'entretiens, je me suis senti légitime de commencer ma vie professionnelle. Si j'ai bien compris, vous soignez les gens, les mots, avec les mots. C'est ça, c'est ça. Soigner, c'est un grand mot, ce serait bien, mais Les soulager, j'apaise peut-être. déjà. Apaiser, c'est peut-être le terme. J'apaise, et après les blessures du passé, les traumas, voilà, c'est comme des cicatrices. Donc certaines séances, je mets un baume, tout simplement, et d'autres, c'est complètement refermé, ça se voit plus. Ça dépend. On vient vous voir, comment on vous découvre, on vous connaît, c'est quoi? C'est votre réseau, c'est du bouche à oreille, c'est des petites annonces, comment ça se passe pour finalement se faire une clientèle? Et c'est pas facile. C'est peut-être pour ça que vous m'avez appelé. Ça fait partie pour l'image, parce que j'espère qu'on va en parler, mais je fais des choses à côté, c'est là-dessus plus que je veux communiquer que pour me faire un coup de pub. Mais j'avoue que c'est aussi comme ça. Le bouche à oreille, mais ça, le bouche à oreille, c'est quand les patients sont contents. Donc ça, au bout d'1 an et demi de professionnalisme, ça commence à arriver, donc ça, je suis très content. Les réseaux sociaux, j'ai beaucoup travaillé dessus, et non, ça mène absolument rien. C'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup de vent, hein. Ouais, là, on est dans l'image, mais vide. Ouais, c'est un peu le règne du néant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et comme moi, je communique pas sur des choses irréelles, une vie factice ou des choses factices, c'est peut-être aussi moins vendeur parfois. Et puis, moi, je fais beaucoup de choses. Je reste pas dans mon coin. Donc, c'est là où je me fais connaître, des ateliers, des conférences. C'est ce que j'allais y venir, conférences, ateliers. Ouais. Ça, Pour revenir à la personne qui vient vous voir, il a besoin de plusieurs séances, ou une séance c'est réglé, ou alors vous allez me dire chaque cas est particulier. c'est ce que je vais vous dire. Chaque cas est particulier, mais ma pratique est considérée comme une thérapie brève, même si j'aime pas beaucoup ce terme, parce que même si votre symptôme de départ pour lequel vous venez me voir, on peut le régler en une séance, 2 ou 3 maximum, il y aura toujours des choses. On a tous des douleurs, on a tous des souffrances. Et après, On a tous des blessures. On a tous des blessures, et à nous de voir où on met la barre dans notre vie. Est-ce qu'on veut tout régler ou juste celles qui font super mal? Donc c'est toujours bienvenu. Et donc moi j'ai des patients comme ça, le trauma de base est réglé, et ils continuent les séances parce qu'ils veulent vraiment avoir un mieux-être, et ils voient que c'est à leur portée. Et après, une fois que les traumas sont réglés, les gros, on appelle ça le déploiement. Donc le déploiement, c'est vraiment être en dehors de l'ego, et on se trouve soi-même. Vraiment, quand il y a une différence entre ce que vous faites et qui vous aimeriez être, c'est qu'il y a encore des choses qui appellent. Et voilà, et ça se fait par la parole. Et entre le moment où vous avez décidé de vous réorienter sur cette thérapie, je ne sais pas si on peut... Ouais. Comment ça s'est passé là? On cherche des maîtres, des gourous, des professeurs. On va où? On va à Paris, on va à l'étranger. Comment ça se passe? Expliquez-moi un peu toute cette mise en place. Ok, alors déjà, moi, dans la mise en place, j'ai commencé ado. Depuis que je suis ado, j'adore la psychanalyse, la philosophie. Je m'y suis mis tout seul, très jeune. Le truc qui est rigolo, c'est que j'ai jamais suivi de thérapie moi-même.
Et très jeune, vers 20 ans, j'ai déjà cherché, je voulais être freudien, je voulais vraiment faire des psychanalyses lacaniennes, freudiennes, et ça m'a pas convenu quand je suis vraiment allé dedans. C'était pas pour moi. Et donc j'ai eu plusieurs vies, plusieurs métiers, mais à chaque fois, j'étais dans ces lectures, dans cette réflexion. Et depuis une dizaine d'années, un peu plus maintenant, j'ai vraiment voulu m'y remettre. Et j'ai fait plus de 10 écoles en tant que stagiaire gratuit. Et dans les 10 écoles, il n'y en a aucune qui m'a plu. J'ai failli C'était aller dans la une. région, c'était dans toute la France? À l'époque, j'étais à Paris, donc tout était en Île-de-France. Il y en a tellement là-bas. Et j'étais très déçu, aucune m'a plu. Et j'avais abandonné cette idée. Vous aviez une recherche spéciale? Ouais, ma recherche, c'était qu'il fallait vraiment que ce soit pas dogmatique, que ce soit pas dangereux, et que moi, ça me parle. Je voulais pas obéir à une méthode, je voulais pas faire quelque chose de psychorigide. Donc voilà, et j'avais arrêté jusqu'à ce qu'un ancien collègue qui avait changé de vie me parle de ça, la maïeusthésie. Et au début, je me suis moqué de lui par rapport à ce terme un peu étrange. Et après, quand j'ai commencé à lire Thierry Tournebise, celui qui a inventé ça il y a 40 ans, j'ai pris une claque. J'ai enfin trouvé le truc. Et parce que donc c'est pas dangereux. Même si quelqu'un vient me voir et qu'il est suicidaire, je sais que je peux pas le blesser. Il va pas repartir. Je peux le laisser repartir. Et ça, c'était un peu ma crainte au départ. Et ce qui est marrant, c'est que mes 5 premiers patients, quand je suis passé pro, les 5 étaient suicidaires. Donc j'ai vraiment été face à mes craintes dès le départ. Et voilà, c'était assez fabuleux. Et donc voilà, cette thérapie, c'est comme un habit sur mesure pour moi. J'avais déjà l'oreille, l'écoute, ça je l'ai toujours eu. Et ça m'a apporté de quoi vraiment englober tout ça de manière apaisante et en ouverture à la vie. La définition de cette thérapie, c'est quoi? Alors, j'ose pas prononcer le nom. Maïeusthésie. Bon, je n'y arriverai pas, donc... Ça vient de Socrate. Socrate, sa mère était sage-femme, et donc c'est la maïeutiquée. Et Socrate a inventé la maïeutiquée, l'art d'accoucher de son savoir. Il vous montrait 2 pommes et 2 poires. Il vous apprenait pas que 2 et 2 font 4. Il vous le trouviez vous-même quand il vous posait des questions. À la fin, il vous disait, tu vois, tu sais que ça fait 4, 2 et 2. Et la maïeusthésie, c'est pareil. C'est une façon de poser les questions un peu. C'est l'art de poser des questions, tout à fait, et en sachant que l'autre a les réponses. C'est pas nous qui les avons. La maïeusthésie, c'est pareil. On n'est pas en position de sachant, on est en position de non-savoir, et on pose des questions. Et donc, c'est l'art d'accoucher des parts de soi-même, l'art d'accoucher de soi-même. Pour être plus exact, quelqu'un qui a vécu un trauma, un adulte qui a vécu un trauma jeune, il va accoucher de cette part de lui qui était jeune et qui est encore en souffrance. Est-ce qu'il va s'en débarrasser, l'extérioriser, le fait d'en parler, moi je l'ai vécu, donc le fait d'en parler, ça libère, c'est ça? C'est ça le vrai traitement? On peut dire libérer, je préfère dire apaiser, et en fait, ça n'a juste plus besoin d'être. Le symptôme de départ, il est lié à une souffrance du passé. Quand on va vers cette souffrance du passé et qu'on voit comment elle a été vécue, et qu'on on en parle, on voit ce qui s'est passé, le symptôme, il n'a plus besoin d'être là parce que cette part du passé, elle est apaisée, elle n'est plus en souffrance. Et donc tout ça, c'est juste apaisé, c'est tranquille. Et aujourd'hui, on n'est pas dans une société où finalement on s'invente ces mots un peu, on s'imagine malade, on s'imagine plus malade que son voisin, on s'imagine plus... On est toujours dans une réflexion, et j'ai l'impression, ce que je vois autour de moi, de la négativité et pas dans la positivité. Et est-ce que finalement, c'est ce que je reviens à la première parole, est-ce qu'on ne s'invente pas des maladies aussi? Ça, c'est symptomatique. Si on s'invente des maladies, c'est un symptôme. Ou des symptômes, peut-être Ouais. pas des maladies, c'est peut-être un peu fort, mais j'ai l'impression que plus on se dit qu'on est malade, plus on est malade. Clairement. Et plus on se dit, le monde est beau, et plus le monde est beau, quoi. C'est un peu les deux paradoxes. Ça, c'est le positivisme, et ça aide aussi. Mais beaucoup de gens se sentent peut-être plus malades qu'ils le sont. Et après, c'est qu'ils ont envie de prendre soin d'eux, mais ils n'ont pas les clés. Donc on est là aussi pour ça, nous les thérapeutes, de dire non, ça c'est pas grave. Là, par contre, ça, on voit que c'est une zone de souffrance. Et ce que vous me dites là, pour moi, c'est plus lié à la société. La société qui nous montre à quel point on devrait être comme ceci ou comme cela. Et parfois, c'est très inconfortable pour nous. Et on s'invente des mots qui n'existent pas, juste parce qu'on est en désaccord avec ça, on est en déséquilibre. Là, je pense à des choses peut-être un peu caricaturales, mais moi j'ai des patients qui me touchent beaucoup, c'est ceux qui sont en dysphorie de genre, qui savent pas trop s'ils sont des filles, des garçons. Ça a toujours existé, mais avant c'était juste des fous ou n'importe quoi. Aujourd'hui, on voit que ce sont des vraies souffrances,
Et c'est les gens, la société leur dit, toi, tu es un garçon, et tu vas bien la fermer, et tu fais ce qu'on te dit. Et ces gens-là, c'est très violent. Et ils s'inventent des maladies, et petit à petit, ça devient autre chose. Donc c'est là aussi, il faut revenir à la source, d'où ça vient, cette invention de maladie, et voir cette douleur. Et donc, vous leur apportez des solutions. J'apporte pas de solution, je pose des questions sur les pertinences. Ma psychothérapie, c'est la psychothérapie de la pertinence. Donc, un mot, un mal, il est pertinent et on va étudier avec les questions d'où il vient et en quoi il est pertinent. D'où la suite de faire des ateliers, des choses comme ça. C'est ça, moi j'aime beaucoup faire des ateliers. Déjà, ça sort des séances individuelles et tout dépend des traumas. Mais pour un trauma qui est pas trop lourd ou qui est déjà un peu géré, voir ça en groupe, c'est magnifique. La force du groupe, elle est incroyable. Et effectivement, on peut, avec les expériences des uns et des autres, ça fait effet de miroir et on voit que souvent ça a une même cause, pour une thématique commune au groupe. La société qui vous dit ça, des parents qui vous ont donné des injonctions. Je t'aime si tu es comme ceci. Et donc du coup, les groupes ont cette force de montrer à tout le monde que non, déjà ils sont pas seuls, non c'est pas unique, et oui il y a des solutions. C'est très simple. Si on veut vous rencontrer ou participer à un atelier, comment ça se passe? On vous contacte comment? Par mail ou par téléphone. Moi je suis psychothérapie-boucheron, on me trouve. Et donc ouais, c'est que par mail ou téléphone. Et après je communique beaucoup, on parlait des réseaux sociaux. Je m'en sers quand même pour communiquer sur les ateliers que je fais. J'adore faire des groupes thématiques, des groupes d'hommes, des groupes de femmes, Ces groupes, ils ont lieu où? Dans votre cabinet, ailleurs? Comment ça se passe? Je les fais rarement dans mon cabinet. Moi, j'aime bien les faire ici, par exemple, au Saint-Jacques. Je fais partie d'un collectif aussi, au cœur du bien-être, où il y a plein de thérapies différentes. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans des médecines parallèles ou on est dans un autre univers? Parce que je sais très bien que quand on va diffuser ça, ils vont nous dire tiens, qu'est-ce que c'est cette bêtise, quoi. Ok. Alors moi non, c'est pas une médecine parallèle du tout. C'est la psychothérapie, pure et dure et absolument pas parallèle. Et après, au début, je craignais justement de m'associer, je parlais du collectif, de m'associer avec des gens qui sont plus dans les médecines parallèles. Et je crains plus ça. Parce qu'en fait, chacun fait bien comme il veut. Et c'est des gens qui, comme moi, ont du sens à leur vie. Et après, c'est aux patients de trouver ce qui leur correspond. Une médecine plus traditionnelle, médicale, type psychiatrie, les gens peuvent être reçus parfois avec une écoute un peu défectueuse. Et du coup, ces médecines-là peuvent aussi être bien. Moi, je me situe peut-être entre les deux, c'est-à-dire que je suis vraiment psychothérapeute. Je ne suis pas dans la magie, je ne suis pas dans le truc magique, mais ce n'est que de la parole. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de... Est-ce que tout ce que vous entendez dans ces entretiens, dans ces consultations, est-ce que ça vous affecte, vous, parfois? Non. Vous êtes transparent à toutes ces douleurs? Non. Et ça, c'est une grande différence avec la thérapie que je pratique, la myosthésie, c'est qu'on est touché sans être affecté. La plupart des thérapies, des psychologues ou des psychiatres que vous pouvez rencontrer, ils vont mettre cette distance, et même physique, ils vont mettre cette distance. Parfois, ils vont même pas vous regarder, ils veulent pas pleurer avec vous. Et du coup, ça met une distance et c'est pas la même approche. Moi, je suis très près de mes patients, tant physiquement que mentalement, et je pleure pas avec eux, sinon je peux plus les aider. Donc je suis touché par ce qu'ils me disent, par un adulte qui est en souffrance. Ça vient par exemple de cette enfance qu'il a vécue. Je suis avec cet enfant. Moi j'ai toujours un peu de mal sur ce constat, c'est que tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, on m'a toujours dit les séquelles d'aujourd'hui, c'est l'enfance. Ouais. Et quand j'ai eu le malheur de répéter ça à mes parents, ils m'ont dit attends, l'enfance elle était super. Donc je me dis, est-ce que c'est pas toujours aussi facile de dire l'enfance? Est-ce que souvent on n'a pas aussi le problème qu'on ne sait pas aussi se remettre en question? Se remettre en question, oui, mais on peut aussi avoir un trauma adulte, moi j'en ai beaucoup. Vous êtes en train de vivre quelque chose de dur dans votre vie et vous l'avez jamais vécu avant, ok, c'est dur aujourd'hui. Mais en quoi c'est si dur? Parce que peut-être vous n'avez pas été préparé à ça. Mais en tout cas, on peut voir des choses parfois dans le présent sans aller dans le passé. Mais 9 fois sur 10, ça vient du passé. Il faut déjà avoir en tête qu'un adulte, il grandit jamais dans le monde dans lequel il a grandi enfant. Tous les adultes grandissent dans un monde nouveau qu'ils connaissent mal. Le monde d'enfant, c'est toujours différent, quelle que soit l'époque. J'ai envie de vous dire, personne ne connaît l'avenir, donc c'est évident. Hein, ouais. Pour moi. Non, mais dans notre présent, je veux dire, nous en tant qu'adultes, c'est pas le monde des années 80 dans lequel on a vécu. Et il y a beaucoup de différences. On parlait avant l'enregistrement des caméras qu'on changeait. Tout est différent.
Et donc, nous, en tant qu'adultes, c'est aussi un monde à découvrir, à J'ai redécouvrir. envie de vous dire, pour être un peu dans le passé, que j'ai l'impression qu'en 2023 et presque 24, on est dans un monde beaucoup plus violent en plus. C'est À très tous les violent. niveaux. Ouais, c'est très très violent. Les montages qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus agressifs, beaucoup plus violents. La société, la télévision, dans la rue, tout est plus violent, on a l'impression. Tout est violent et bah moi mon constat aussi, on est un peu dans George Orwell, hein, mais je constate que les sociétés elles se ferment. Quand je dis société c'est pays, mais les pays avec les partis politiques, tout se ferme, tout devient un petit peu auto-centré et donc c'est aussi violent pour les gens. C'est-à-dire qu'on est moins incité à l'ouverture, on est plus incité à rester chez soi, à être bien sur son petit écran justement, À se protéger. à se protéger. Et ce truc de société qui nous fait être plus nous-mêmes dans notre petite cage, en fait, moi je trouve que ça a un effet opposé. C'est que les gens, bah, ils se rendent compte que c'est malsain pour eux et ils s'ouvrent étrangement. Ils s'ouvrent à la parole, ils s'ouvrent à la psychothérapie et ils voient qu'il y a d'autres moyens effectivement pour voyager, pour être libre, voilà, que le voyage ou la télé. Pour conclure cet entretien, on a à peu près fait le tour, j'imagine. Est-ce qu'on peut, comment dire, est-ce qu'on peut quand on rencontre des gens, il y a des gens qui vont être négatifs et d'autres qui vont être positifs. Est-ce qu'il y a un moyen de détecter les gens qui vont être négatifs? Le non-verbal, tout de suite, et même pas la peine de parler avec quelqu'un pour savoir comment il est, juste la façon dont il est, et ça on y a tous accès. Un enfant, ça va être inné, nous on apprend un peu plus à enfin nous, praticiens, on apprend plus à le discerner, mais le non-verbal, on voit tout de suite comment est quelqu'un, s'il ment, s'il est joyeux alors qu'il fait semblant d'être triste ou le contraire, ça se voit tout de suite. Quand vous êtes en entretien, consultation, là vous voyez les gens sans filtre, il n'y a pas de tricherie, de tromperie? Non, c'est arrivé, mais c'est très rare, c'est très peu. Et parce qu'on est aussi dans cette relation de confiance. Vu que je ne suis pas au-dessus de mes patients ni en dessous, on est au même niveau, je pose des questions. On est dans une grande confiance et du coup, il n'y a pas de tricherie. Et tout se dit de manière très naturelle. J'imagine que c'est une thérapie qui n'est pas remboursée. Non, c'est pas remboursé. Moi, je suis à 70 €. Ça dure 1 heure, 2 heures, parfois 2 heures et demie. C'est pas remboursé. Et les gens qui font ce choix-là, bah, c'est ceux aussi qui ont souvent essayé d'autres thérapies. Aujourd'hui, vous avez à peu près combien je sais pas, j'allais dire patients? Ouais, moi je dis patients, même si normalement on n'a pas le droit de dire et que les psychiatres et les psychologues qui peuvent avoir des patients. Moi je dis que c'est mes patients parce qu'ils sont patients avec moi. Ça monte, moi ça fait 1 an et demi que je suis passé pro, donc ça monte, j'en ai une quinzaine par mois à peu près. Tout dépend des mois. Plus les ateliers que je fais, les conférences. Voilà, j'en suis à peu près là et voilà, ça monte petit à petit. Et à côté de ça, je développe d'autres choses avec un collègue psychanalyste, donc freudien, Pierre-Alexandre Expert. On est en train de monter un lieu qui s'appelle l'ETO, l'espace d'écoute thérapeutique et d'orientation. On essaie d'intéresser le département, les villes, les grosses boîtes, pour avoir un lieu d'écoute gratuite pour tout le monde. Et ce lieu sera où? Il sera là où on vient nous le donner. Pour l'instant, vous l'avez pas, là. Non, là pour l'instant il y a le département qui est intéressé, donc j'espère que ça va se débloquer, qu'on ait un lieu et puis qu'on ait nous aussi un petit salaire pour écouter les gens. Mais voilà, quelque chose de gratuit pour prévenir les risques psychosociaux dans la société qui sont énormes et tout le monde a besoin de parler. Que ce soit quelqu'un de riche, de pauvre, qui n'a pas été habitué à ça, qui est en situation de harcèlement, c'est des lieux pour moi qui devraient exister partout. Donc on est en train de faire ça et ça fait aussi partie de ces choses qui sont importantes pour moi de communiquer. Parce que ça peut intéresser aussi des grosses entreprises pour leurs employés et pour les gens d'à côté. Et pour finir, est-ce que vous avez des regrets sur votre carrière dans le cinéma? Aucune. J'ai aucun regret sur ma vie. C'était pas un monde pour vous? Si, à une époque, j'ai aimé faire du cinéma, j'ai aimé être monteur, j'ai aimé travailler au Guignol de l'Info, c'était génial. J'ai rencontré votre patron il n'y a pas longtemps. Alors. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Enfin, votre ex-patron? Mon ex-patron, Bruno Gassio, ouais. Vous avez travaillé au Guignol de l'Info? J'ai travaillé au Guignol de l'Info. Ah, ça devait être sympa, ça. Ah, c'était quelque chose de... Je suis resté 6 mois, hein. J'étais assistant de production, beaucoup de travail. J'étais sur le direct avec les Guignols. Et je travaillais chez Moustique aussi. J'ai eu les doigts. Ouais, j'ai eu les doigts, à la grande époque. Un monde parallèle. Un monde parallèle. Un humour que tout le monde n'est pas en capacité de comprendre. Eh non, et moi je suis toujours fan. Et j'ai une petite dédicace, hein. J'ai eu un jour sur les réseaux sociaux un entretien avec Francis Kuntz. Ouais.
qui m'a dit comment je peux t'aider. Et je lui ai envoyé un t-shirt à l'époque du Stéphane dans la casquette, qu'il a mis sur une guitare et qu'il a pris en photo. Et il m'a donné un petit interview où on a essayé de garder un peu ce ton un peu décalé, quoi, et c'était super sympa. Ah, c'est génial. Bah ouais, mais voilà, les gars comme ça, ils sont terribles. Ils sont terribles. Non, mais il y a des gens fantastiques, et puis il y a des petites stars, souvent locales ou régionales, qui ont un ego incroyable. C'est ça. Bah ça, c'est la télé, c'est le cinéma. Bon, j'ai aimé y bosser, mais plus voilà que les Guignols ou Moustiques que dans les autres émissions où c'était un peu plus dans l'ego. Non, mais c'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, les influenceurs, tout ce monde qui met complètement... qui est totalement faux en plus. C'est que du factice. Et moi je dis toujours que les likes c'est bien, mais si vous voyez une jeune fille en maillot de bain, elle a des millions de likes, et quelque chose d'intelligent à 10 likes, quoi. C'est ça. C'est tout le paradoxe du système, mais bon, c'est le jeu, il faut... Ou on adhère pas. Voilà. Et cette pauvre jeune fille qui sait pas ce qu'elle fait et ces trucs comme la Non mais poursuivre vous toute sa imaginez vie. toutes ces jeunes filles qui sont à poil sur les réseaux, qui font beaucoup d'argent, donc qui sont contentes, mais dans 20 ans, ces images, elles existeront toujours, et je sais pas comment ça se passera. Eh ben, bienvenue à elle. On Parce que ça va se régler. On les envoie chez vous. Eh ben ouais, parce que ça va pas être facile à gérer pour elle. Grégory, merci beaucoup. Un grand merci à vous. Et puis, écoutez, si on a des mots à mettre sur les mots, on ira voir ce que vous nous dites. Eh ben ouais, bienvenue à vous. Merci beaucoup et À bonne bientôt. continuation à votre radio.